Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, on a donc cette nouvelle première ministre, Elisabeth Borne, et elle a beaucoup de chantiers à venir qui l'attendent à Matignon. Paquet de pouvoir d'achat, retraite, climat, avec en plus, s'il faut le dire, cette dégradation encore une fois de l'activité, dégradation économique qui rend la tâche encore plus difficile. Oui, alors il faut dire que l'environnement économique du début du quinquennat ne va pas être bon. Alors évidemment, on ne peut pas tout prévoir, mais enfin, on voit bien qu'on a des prix des matières premières qui vont rester élevés. D'ailleurs, juste un mot pour dire qu'en ce moment, on bénéficie d'un certain allègement de ces prix, la raison étant la récession chinoise. Mais la Chine va être en récession au deuxième trimestre, mais ensuite l'économie... On a quand même un baril de pétrole qui est à $110 quand même. Oui, mais ça veut dire que quand la Chine va redémarrer très fortement après la fin de la vague de Covid, et avec l'énorme mesure de relance qui est mise en place par le gouvernement, qui veut tenir sa prévision de croissance à 5,5, ce qui va être compliqué, mais enfin, donc ils vont baisser les taux, ils vont mettre du crédit, ils vont mettre des dépenses publiques. Donc la Chine va avoir une croissance très forte probablement au deuxième semestre, et là les prix des matières premières vont remonter à nouveau, les métaux, l'énergie, etc. Au second semestre. Au second semestre, oui, à partir de l'été, à partir du moment où l'économie chinoise redémarrera. Donc on va avoir une inflation qui est probablement durable, il y a des raretés. Donc des raretés sur l'énergie, sur les métaux, sur l'alimentation et puis sur les hommes. Le gouverneur de la Banque de France, Viorat Gallo, nous dit inflation sous 2% dans 2 ans. Oui, mais comment ? C'est-à-dire que la Banque de France et le gouverneur croient un scénario qu'on appelle nous soft landing. C'est-à-dire qu'on serait capable de ramener l'inflation à l'objectif, que de 2%, avec des hausses modestes des taux d'intérêt, et ceci donc sans dégrader l'équilibre économique. Or, c'est ultra improbable. Enfin, je veux dire, on a une inflation qui va être dans la zone euro, qui va passer au-dessus de 8%. On y est presque là, on y est presque. On est à 7,5 et ça va encore monter. Qui va être probablement au-dessus de 9% en Allemagne, qui a 2 chiffres dans les pays d'Europe centrale, et qui est alimenté, de nouveau, par toutes ces raretés. Les salaires, à la fin de l'année, vont probablement, pas totalement, mais un peu compenser la perte de pouvoir d'achat des salariés cette année. Donc on va avoir des hausses de salaires qui vont être plus fortes. Ça va reporter l'inflation pour l'année prochaine. Enfin, je veux dire... la plupart de mes collègues pensent, à juste titre, je pense, que si on veut avoir une inflation de 2% en 2024, il va falloir mettre en place une politique monétaire extrêmement restrictive. Et donc des hausses de taux d'intérêt beaucoup plus élevées que celles que les marchés anticipent ou que la communication de la BCE fait attendre. Mais... en même temps, quand on écoute Christine Lagarde, on a compris que les hausses de taux seraient progressives, même si ça commence en juillet. Ça va être Oui, mais la question, c'est plutôt 2023 pour la BCE. Cette année, elle peut faire, les marchés attendent ce matin à peu près 4 hausses des taux de 25 points de base, ou bien une de 50 et deux de 25. Mais le vrai sujet, c'est comment est-ce que ça se poursuit l'année prochaine. Les marchés anticipent toujours aujourd'hui, malgré des discours un peu plus durs de la BCE et de certains gouverneurs, qu'à la fin de 2023, les taux d'intérêt seront toujours en dessous de 2%. Et si les taux d'intérêt sont en dessous de 2%, ça n'aura aucun effet sur l'inflation. Donc il y a quand même une absurdité. Elle nous dit vouloir lutter contre l'inflation, mais elle ne le fait pas. Donc il y a un double discours. Non, je pense qu'en réalité, la BCE a compris qu'elle devrait monter les taux d'intérêt beaucoup plus que ça, mais elle préfère l'annoncer par étapes. Ce qui a quand même 2 avantages. Un, ça ne crée pas... Imaginez que Christine Lagarde dise finalement, on a refait nos calculs, on va monter les taux à 6. Le marché boursier fait moins 25% dans la journée. Donc elle préfère probablement, par étapes, annoncer des hausses de taux. Et puis ça lui donne aussi la possibilité, si jamais les économistes ou la plupart des économistes se trompent et qu'en réalité l'inflation redescend plus rapidement, d'arrêter ces hausses de taux à un niveau plus faible. Donc l'intérêt de la BCE, c'est de ne pas annoncer tout en une seule fois. C'est de tous les 6 mois de dire finalement on est obligé d'aller un peu plus loin. C'est d'ailleurs ce que fait aussi la Réserve fédérale. Mais là, hier, Powell, le président de la Réserve fédérale, est quand même assez dur. Donc il dit, nous monterons les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'il y ait un recul significatif de l'inflation. Ah, mais ça veut dire quoi ça Et il dit, le taux de chômage naturel, c'est-à-dire celui qui est compatible avec l'objectif d'inflation, il est autour de 5%, alors qu'on est à 3,5% aujourd'hui aux États-Unis. Donc en gros, il est en train d'annoncer qu'il va monter les taux d'intérêt jusqu'à ce que le taux de chômage monte d'1,5 point. Donc ce qui veut dire aussi que aux États-Unis, comme en Europe,
la Banque centrale, progressivement, donne les mauvaises nouvelles, quoi, mais pas en une seule fois, par rondelle. Voilà, mais avec une Fed qui est beaucoup plus agressive, encore une fois. Oui, qui ont commencé plus tôt, mais à nouveau... Mais ça ira jusqu'où? Parce qu'aux États-Unis, ça ira jusqu'à quoi? 3 et quelques? La question, c'est quel est le taux d'intérêt? Bon, l'inflation américaine, elle est à 8,3 aujourd'hui, mais il y a une partie qui va... Ça va rebaisser, parce qu'il y a une partie qui est salariale, il y a une partie qui est matière première. À la fin de l'année aux États-Unis, l'inflation, elle sera... Je prends un risque, mais enfin, disons, elle sera probablement entre 5 et 6%. Donc, pour que la politique monétaire ait un effet sur l'inflation, il faudrait probablement que les taux d'intérêt soient au moins à ce niveau-là. Mais ils seront à une moitié moindre. Alors, à la fin de l'année, ils seront beaucoup plus bas. À la fin de l'année, ils seront probablement à 2. Quoi. Mais la question, c'est où sont-ils un an plus tard? Où sont-ils à la fin de 2023? Marché disent 3,5. Évidemment, 3,5 ne suffira pas pour casser l'inflation. Et donc, je pense que nous aurons des hausses de taux beaucoup plus fortes que ce qui est annoncé, peut-être pas tellement cette année, mais l'année prochaine. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres armes pour lutter efficacement contre l'inflation que les taux? Parce qu'on s'excite sur la politique monétaire, mais est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a une autre arme, assez curieusement, c'est de lutter contre les positions dominantes. Et il faut quand même comprendre que l'inflation résulte aujourd'hui assez largement de positions dominantes. Position dominante, alors aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas en Europe, des entreprises qui augmentent leurs marges en ce moment, alors qu'il y a de l'inflation, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de concentration d'entreprises. Position dominante sur tous les marchés de matières premières. Il y a l'OPEP qui refuse d'augmenter sa production pour avoir une rente de position dominante sur le marché du pétrole, mais c'est vrai pour plein de matières premières. Et puis, on commence à avoir des positions dominantes de salariés sur le marché du travail, parce que les difficultés d'embauche sont extrêmement fortes, quoi. Donc, les salariés reprennent du pouvoir de négociation. Donc, on a des positions dominantes. Et donc, l'autre arme qui ne serait pas les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ça serait de mettre de la concurrence, surtout aux États-Unis, donc de redonner de la vigueur à la politique de la concurrence, qui a autorisé l'apparition de ces entreprises à position dominante. Ça serait de diversifier l'origine de l'énergie, par exemple. Si on avait plus d'énergie renouvelable, si on diversifiait plus nos énergies, on serait moins dans les mains des producteurs d'énergie fossile. Et puis c'est la formation, l'amélioration des compétences qui ramènerait des salariés sur le marché du travail et réduirait les difficultés d'embauche. Donc on peut travailler sur tout ce volet finalement de rareté. On a une rareté du travail, une rareté des matières premières et les entreprises monopolistiques aux États-Unis organisent la rareté pour faire monter les prix. Donc on pourrait essayer de desserrer les contraintes de rareté. Il y a deux façons. Si vous avez un choc d'offre qui fait baisser l'offre, prenez typiquement la hausse du prix du pétrole, il y a deux façons de corriger ça. Soit vous faites baisser la demande autant que l'offre, et donc vous devez monter beaucoup les taux d'intérêt et vous tuez l'économie, soit vous essayez de faire remonter l'offre. Et donc par exemple, à nouveau en diversifiant l'origine de l'énergie. Vous me disiez, Patrick, plus de hausses de taux à venir que ce qu'attendent les marchés. Est-ce que c'est compatible avec, encore une fois, un marché boursier qui se tiendrait bien? Alors la question, il faut comprendre, c'est les taux d'intérêt réels. Ce n'est pas les taux nominaux, parce qu'on entend trop des raisonnements en termes de taux nominaux. L'État français s'endette à 1,6% en ce moment. C'était en taux négatif il n'y a pas tellement longtemps. Donc on dit, oula, l'État français paye 200 points de base de plus pour se financer qu'il y a un an. Il faut regarder les taux réels. Alors pas les taux réels avec l'inflation instantanée. Il faut regarder, quand vous regardez un taux d'intérêt à 10 ans, il faut regarder l'inflation anticipée à 10 ans. Quand vous faites ça, l'État français se finance toujours aujourd'hui avec un taux d'intérêt réel qui est très négatif. Donc pour l'instant, il y a... Pardon ? À quelle hauteur ? Le 10 ans est à 1,60 et l'inflation anticipée à 10 ans est à peu près à 2,50. Donc on est presque à 1% de taux. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème de dette, tant qu'on reste dans cette zone-là. Donc la question, c'est est-ce qu'on va avoir une hausse des taux d'intérêt réels qui va changer l'équilibre économique, c'est-à-dire qui va forcer au désendettement, qui va forcer à épargner plus, qui va forcer... Pour avoir des taux d'intérêt réels positifs, il faut à la fois des taux nominaux qui montent plus vite et une inflation qui se calme. Il faut que les taux nominaux montent plus que l'inflation de long terme, à nouveau, pas que l'inflation du mois. Donc ça voudrait dire en France, si vous faites le calcul, approximativement, mais enfin c'est à peu près juste, qu'il n'y a pas énormément de problèmes apportés par la hausse des taux d'intérêt tant que les taux d'intérêt à 10 ans sont inférieurs à 3%. En gros.
hein. Donc on est à 1,60, donc on est encore très loin de la zone dangereuse. Alors, donc la question centrale pour tout, hein, pour les marchés d'actions, mais pour le gouvernement, pour sa politique budgétaire, etc., c'est est-ce que, assez rapidement, on va voir les taux d'intérêt à 10 ans arriver vers 3% en France? Si la réponse est oui, alors là, vous pouvez vous attendre à une nouvelle chute du marché des actions, vous pouvez vous attendre à des politiques budgétaires beaucoup plus restrictives que ce qui a été annoncé, etc. Voilà, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que si on veut vraiment, si la BCE veut vraiment lutter contre l'inflation, ce qu'elle va faire comme hausse des taux d'intérêt va amener les taux d'intérêt à long terme de la France au moins à 3%. La question, c'est si c'est dans 3 mois ou dans 2 ans. Ça va plus vite. Non, mais les taux d'intérêt à long terme, ils vont plus vite que la BCE. Hein, donc aujourd'hui, vous avez les taux d'intérêt à long terme qui correspondent à ce qu'on pense de la BCE à la fin de l'année prochaine, quoi. Donc à la fin de l'année, vous aurez les taux d'intérêt à long terme qui... voilà. Donc si on pense que la BCE va aller à 3% à la fin de 2023 ou plus, les taux d'intérêt à long terme seront à 3% à la fin de cette année, quoi, je dirais. Et donc, honnêtement, je pense que c'est le scénario le plus probable. Hein, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont monter suffisamment pour que ça devienne un problème. Ça ne l'est pas aujourd'hui à nouveau, hein, puisque les taux d'intérêt réels sont toujours négatifs. Et si ça devient un problème, au moment où les marchés le comprennent, la bourse recule à nouveau. Les États doivent commencer à réviser... C'est 3% le 10 ans en France, et l'équivalent aux États-Unis, c'est combien ? Aux États-Unis, c'est sans doute un peu plus de 4 qui commence à être un problème. Hein. En gros, comparer le taux d'intérêt à la croissance nominale de long terme, quoi, en régime régulier. Donc autour de 3, peut-être un tout petit peu plus de 3 en France et autour de 4 aux États-Unis. Donc si le 10 ans américain, qui est presque à 3, qui est à 2,90 quelque chose ce matin, monte au-dessus de 4, probablement on aura une nouvelle correction des actions aux États-Unis et on aura un budget plus prudent, et en Europe, si les taux français montent au-dessus de 3, on aura une nouvelle correction des actions et nécessairement un budget plus prudent. Justement, la croissance en France, on l'a vu au premier trimestre, a été nulle, 0%. Est-ce que c'est un accident ou est-ce qu'on risque la récession technique, donc 2 trimestres consécutifs de chute de l'activité, si jamais le deuxième trimestre devait être décevant? Je crois que les estimations INSEE et Banque de France, c'est 0,2, 0,25. Oui, c'est 0,25, quoi, un quart de point, ou 0,2 l'INSEE, je crois, et 0,25 la Banque de France, je rappelle. Bon, alors c'est difficile, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de perturbations au trimestre, le trimestre, qui vient des stocks, qui vient de la contribution du commerce extérieur. Notamment aux États-Unis. On a un environnement du deuxième trimestre qui n'est pas bon, parce que la perte de pouvoir d'achat des salariés, elle est plus forte qu'au premier trimestre. Oui, hein. Oui. L'inflation va monter à 5,5 en France. Dans les conditions actuelles, à nouveau, si on a un arrêt des importations de gaz russe, ça ne va pas être 5,5, ça va être beaucoup plus, ça va être 7. Hein, donc, dans les conditions actuelles, l'inflation, oui. Dans les conditions actuelles, l'inflation va monter à 5,5. Les salaires sont pour l'instant à 3. Donc ça fait 2,5 points de perte de pouvoir d'achat. C'est énorme. Alors il y a les aides publiques, hein. Mais pour la zone euro, vous voyez, l'inflation va sans doute passer au-dessus de 8 et les salaires sont aussi à 3. La BCE nous donne des statistiques sur les hausses de salaires négociées. On a les boucliers sur les tarifs. Donc, oui, mais si vous prenez l'Europe, hein, ça fait 5 points de perte de pouvoir d'achat. Hein. Et puis vous avez la récession chinoise, qui est quand même une double mauvaise nouvelle, hein, parce que les importations de la Chine ont beaucoup chuté, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement avec des fermetures d'usines. Donc le deuxième trimestre, si on fait 0,2, je pense qu'on devra être content. Hein, ça risque d'être moins que ça, je pense, éventuellement. Voilà. Donc la croissance française est à l'arrêt. Cette année, en fait, de toute façon, à l'épaisseur du trait près, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'inflation va redémarrer au deuxième semestre avec une nouvelle vague de hausse des prix de matières premières. Cette année, on va avoir une croissance qui est juste l'acquis de croissance de début d'année, en fait. Hein. Donc on va avoir 2,5 de croissance, à 1/10 près, avec une économie, en fait, qui est plate pendant l'année. Alors l'année prochaine, il y a quelque chose qui va s'améliorer, probablement, c'est le pouvoir d'achat des ménages, hein, puisque les salaires vont augmenter plus et les prix vont augmenter moins. Quelque chose qui va se dégrader probablement, c'est la situation financière des entreprises, hein, puisque c'est une accélération des salaires avec le ralentissement de l'économie, on va avoir des dégradations des profits et donc on risque d'avoir un problème d'investissement l'année prochaine, hein, et une remontée aussi peut-être des défaillances d'entreprises. Donc on aura une année 2022 pas très bonne, surtout à cause de la consommation, et une année 2023 pas très bonne, peut-être à cause de l'investissement, quoi. Et après, 2024... Ce qui complique quand même l'équation, encore une fois. Oui, par rapport à ce qu'on disait au début d'année,
on pensait sérieusement, et c'était sérieux, qu'il y aurait 4% de croissance en 2022 et 3 en 2023. Si on fait 2,5 en 2022 et 2 en 2023, on a quand même perdu 3,5 points de croissance par rapport aux anticipations. Ça fait presque 2 points de recettes fiscales. Donc l'équation budgétaire est beaucoup plus compliquée que celle qu'on pensait avoir en début d'année. Sachant que le gouvernement prévoyait 5% de déficit public pour cette année. En réalité, il prévoyait 4,5. Et Bruxelles, d'ailleurs, prévoit d'ailleurs 4,5, ce qui est assez rare d'ailleurs que Bruxelles donne des chiffres meilleurs que la France en prévision. Mais c'est des conjectures de la. Non, mais 4,5 en janvier-février, c'était raisonnable, parce que rappelez-vous que 2021 avait déjà été meilleur. Mais Bruxelles nous dit, c'était hier, que 4,5 c'est jouable pour le déficit français. J'y crois pas du tout. À la fin de l'année, ça ne prend pas en compte, encore une fois, le ralentissement de la croissance et puis le paquet de pouvoir d'achat qui va venir. Il y a 1,5 point de ralentissement de la croissance, il y a le plan énergie, il y a la loi pouvoir d'achat qui va être rendue publique bientôt. Enfin, honnêtement, on va être autour de 6, quoi. D'ailleurs, si on fait des calculs, alors c'est des calculs de coin de table pas très fiables, mais enfin, si on fait des calculs de coin de table, on peut se dire que, compte tenu de ce qui a été annoncé comme besoin de dépenses publiques sur la transition, sur l'industrie, sur le pouvoir d'achat, sur l'éducation, sur les salaires des enseignants, etc., on pourrait presque être dans une situation où, exempté, sans mesure correctrice, on aurait 6% du PIB de déficit public tout le quinquennat, quoi. Sauf que les mesures de respect, encore une fois, des 3% sont gelées, encore une fois, jusqu'en 2024 et l'année prochaine aussi. Oui. Mais alors, oui, mais enfin, ça doit discuter d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine, il doit y avoir des discussions. Après, le ministre des Finances allemand, Lindner, a d'ailleurs fait des déclarations qui sont assez flexibles. Il a dit qu'il était complètement ouvert à ce qu'on puisse financer par l'endettement une partie de la transition énergétique, une partie des dépenses d'avenir, etc. C'est de bonne augure, ça. Donc évidemment, on va avoir une flexibilité du pacte de stabilité bien plus grande qu'avant la crise. Je ne pense pas que ça nous autorisera quand même à garder un déficit public de 5 ou de 6% du PIB pendant 5 ans. Si on tire la pelote jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire renoncer à certaines promesses, augmenter les impôts? Ça veut dire que, alors il y a un scénario très vertueux où on aurait davantage de croissance potentielle, parce qu'on fait les bons investissements dans les compétences. Bon, honnêtement, ça met beaucoup de temps, quoi, je veux dire. Peut-être ça va venir, mais ça met beaucoup de temps. Donc ça ne va pas jouer tout de suite, même si on fait les bons investissements. Après, soit on renonce à un certain nombre de promesses, soit on arrive à faire un coup de force institutionnel en Europe pour garder 5 points de PIB de déficit public tout le temps, soit on est obligé de monter les impôts, quoi. Enfin, vous voyez, l'équation, elle est très simple. Mais honnêtement, si on était parti sur les bases qu'on attendait en début de quinquennat, il y avait des calculs d'Institut Montaigne, d'ailleurs, qui avait pris le programme d'Emmanuel Macron et qui avait chiffré le déficit public en fin de quinquennat à 4,5% du PIB. Ça, c'était presque jouable, parce que c'était 3 plus des nouvelles exceptions, quoi, à nouveau le vert, etc. Si c'est 5 ou 6, à mon avis, c'est pas jouable institutionnellement vis-à-vis des autres Européens. Donc l'heure de vérité, ce sera... C'est 2024 en fait, parce que 2023, on est encore hors normes, hors règles, et puis le conflit en Russie sera peut-être pas terminé, ou en tout cas... Donc c'est 2024, c'est le budget de 2024 qui va être extrêmement compliqué probablement. Bon, en tout cas, merci de passer nous voir. Merci beaucoup, Patrick Artus. Merci David. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.